Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La semaine dernière, c'était dans le Gers, aujourd'hui, dans les Hautes-Pyrénées. Décidément, ce mois de juillet restera dans les mémoires par ces orages et ces inondations. 8 jours après le désastre de la région d'Auch, des inondations ont en effet ravagé différents villages dans le sud de la France, dans les Hautes-Pyrénées, à Ossounes et à Lannes, et aussi entre Tarbes et Lourdes. Au total, une trentaine de maisons ont été inondées et 2 terrains de camping ont dû être évacués d'urgence. L'eau montait en effet à vue d'œil, près de 2 mètres en quelques minutes. Des inondations qui, heureusement, n'ont pas fait de victimes. Si ces inondations n'ont pas fait de victimes, elles ont en revanche causé de nombreux dégâts. Plusieurs rivières, sorties brusquement de leur lit, ont englouti sur plus d'1 mètre d'eau, champs et cultures. À Hérin, non loin de l'aéroport de Tarbes, la nationale 21 a été coupée sur plus de 400 mètres. Mais c'est à Lannes, entre Tarbes et Lourdes, que l'alerte a été la plus sérieuse. 2 terrains de camping ont été rapidement inondés. L'eau est montée de 1,50 m en quelques minutes, emportant caravanes et tentes. Plus de 200 vacanciers ont dû être évacués précipitamment. Mais dès le début de la matinée, la décrue s'amorçait sur l'ensemble de la région. Oui, on peut se demander si ce cycle pluie-inondation va bientôt se terminer, car la météorologie nationale n'est pas très optimiste pour la journée de demain, pour la journée de dimanche. Des orages pourront en effet encore éclater sur les reliefs des régions méditerranéennes, en passant par le sud du Massif central et les Alpes. Et puis le temps sera dans toute cette région extrêmement variable, avec des alternances de nuages et aussi d'éclaircies. De la Bretagne, passons par ici, de la Bretagne jusqu'à la frontière belge, temps également extrêmement nuageux et peut-être quelques risques de pluie. Ailleurs, cela ne fait pas grand-chose. Toute l'Aquitaine, l'Orléanais et toute la région centre et également toute l'Alsace et la Lorraine, eh bien là, il fera très beau temps. Ce temps d'ailleurs a beau être médiocre, eh bien tous les habitants des grandes villes ont pu certainement s'en rendre compte, vous-même vous avez pu vous en rendre compte. Nous venons de franchir un grand cap, celui qui sépare une cité encore en pleine activité de l'état de semi-léthargie. Eh bien la France, le 14 juillet aidant, vient de franchir ce cap et est entrée dans le cycle des vacances d'été. L'an passé, 26 millions de Français à peu près, à quelques unités près, 26 millions de Français ont ainsi passé un tout petit peu plus de 26 jours en dehors de leur domicile en été. 26 millions de Français, le calcul est simple à faire, cela fait à peu près 1 sur 2. Et sur ces 26 millions, 4 ou 5 millions ont choisi de franchir la frontière espagnole et d'aller se dorer au soleil sur les côtes d'Espagne. Seulement voilà, l'Espagne de 1977, eh bien ce n'est plus l'Espagne de 1976 ou de 1975. La démocratie y est maintenant extrêmement vivante et les problèmes économiques aussi, même si la récente dévaluation de la peseta arrange bien certains touristes. Je n'ai absolument pas tenu compte des changements politiques pour venir ici. Je serais venue de toute façon. Peut-être pour un pays comme le Chili, on y penserait, mais pour un pays comme l'Espagne, non. Je serais venue il y a 5 ans comme je viens aujourd'hui. Est-ce que vous avez constaté des changements en Espagne, justement? Eh bien, à dire la vérité, pour le moment, nous sommes arrivés depuis peu de jours, si ce n'est un léger relâchement dans le service par rapport à il y a quelques années, en ce sens, dans les grands hôtels, dans les restaurants, les serveurs sont beaucoup moins traumatisés par le directeur de l'hôtel. Je trouve changer l'ambiance, les gens sont plus comme... Ça fait 7 ans que nous venons en Espagne avec ma femme ici, et je trouve il y a beaucoup moins de touristes, premièrement. Je ne sais pas si c'est une question de politique, question d'élection. Ce que j'ai trouvé par contre de très bien, c'est que les Espagnols se sont vraiment très émancipés. Ils étaient vraiment, avant, disons, ils avaient le bandeau sur la bouche, mais c'était réellement, ils se sont vraiment élargis à tout point de vue, au point de vue parole, au point de vue même dans les au point de vue journaux et tout. Mais je pense que la question politique, il a fait un petit peu d'influence pour savoir qu'est-ce qui passait dans l'Espagne. Parce que comme nous sommes un caractère un petit peu spécial, tout le monde il a pensé que de l'Espagne il passait quelque chose. Non, il a resté bien, mais les personnes il a voulu savoir exactement qu'est-ce qu'il a passé. Il a arrêté un petit peu les vacances pour faire après. Et sur le plan des prix, est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, ça c'est vrai. Nous avons changé les prix partout. De l'année passée à cette année, je pense qu'un 20% minimum, 20-25%. Et parce que vous savez que la démocratie, il apporte cette chose. Hein. Tout le monde il voulait gagner plus, après tout le monde il pouvait demander, c'est normal, les personnes ils vont vivre mieux, les prix
il doit augmenter toujours. Hein. La vie a augmenté quand même, hein, sérieusement. Et sur le plan politique, est-ce que vous trouvez quelque chose de changé? Vous le ressentez? Non, je ne vais même pas essayer de m'en occuper. La politique a d'importance, mais enfin, je serais quand même venu en Espagne du temps de Franco, mais je préfère y être sous le régime actuel. Il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de contacts possibles entre les gens donc, du pays et les étrangers. Mais je pense qu'il y a une certaine libéralisation. Les gens reçoivent mieux les étrangers. Je pense que c'est une évolution comme qui était assez sensible. La corrida aux arènes de Barcelone. Pour la majorité des touristes, l'Espagne est encore ici, dans cette carte postale que les changements politiques n'ont pas réussi à faire jaunir. L'an passé, 7 millions de touristes français sont venus en Espagne. Cette année, ils seront au moins 8 millions, attirés beaucoup plus par la dévaluation de la pesette qui leur permet de passer des vacances à bon marché que par le cheminement de l'Espagne vers la démocratie. Nous reparlerons des vacances à la fin de ce journal. Le Premier ministre, le nouveau Premier ministre israélien, M. Menahem Begin, est arrivé aujourd'hui à New York pour son premier voyage officiel en dehors d'Israël. M. Begin rencontrera le président Carter mardi. Des entretiens politiques très importants à quelques semaines d'une reprise éventuelle de la conférence de Genève sur le Proche-Orient et à quelques jours peut-être de la constitution d'un gouvernement palestinien en exil. M. Carter a un plan de paix, M. Begin en a un autre qu'il va proposer à M. Carter, mais dont il refuse de dévoiler les détails avant de les avoir exposés au président des États-Unis. Pour le reste, M. Begin fait remarquer qu'Israël n'est pas un problème pour les États-Unis, mais un allié qui contribue à la défense des États-Unis et à celle du monde libre dont Israël fait partie. Les États-Unis et Israël, assure M. Begin, sont liés par une amitié profonde que sa visite, il l'espère, contribuera à renforcer. That friendship will be deepened. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Sur ce, le chef du gouvernement d'Israël serre affectueusement la main du maire de New York, M. Abraham Beam. New York, où il va passer 3 jours, est la plus grande ville juive du monde. Une remarque, l'image que nous avons sous les yeux nous montre que M. Begin est parfaitement remis de ses petits ennuis de santé. Il aura besoin de toutes ses forces pour trouver avec le président Carter une solution au problème du Moyen-Orient. Un programme commun de gouvernement existe presque en Italie. Par 442 voix contre 87, ce que l'on a appelé longtemps le compromis historique est en effet devenu réalité. Les 6 grands partis italiens, démocrates chrétiens, communistes, socialistes, social-démocrates, républicains et libéral, ont en effet soutenu une plateforme commune. Le gouvernement de M. Andreotti, fort de ce vote, va maintenant poursuivre sa tâche avec sérénité. Quant au Parti communiste, qui était passé de la non-défiance au soutien à cette plateforme, son prochain pas en avant pourrait le conduire directement dans ce gouvernement. M. Andreotti va donc pouvoir maintenant s'atteler à la lutte contre l'inflation. Il aura d'ailleurs l'occasion d'évoquer ce sujet avec M. Raymond Barre dès lundi et avec M. Giscard d'Estaing mardi. M. Raymond Barre, qui était aujourd'hui à Port-Cros, où s'ouvrait la 2e université d'été des jeunes démocrates. Jusqu'au 30 juillet, 7 membres du gouvernement vont se succéder pour enseigner la théorie et aussi la pratique politique aux jeunes militants démocrates sociaux. Le Premier ministre a profité de ce contact pour lancer un appel à l'Union des Français. Quiconque exerce des responsabilités dans ce pays sait bien qu'à moins de vouloir chercher une cassure profonde de la nation, il ne peut s'identifier ni à ce qu'on appelle la droite, ni à ce qu'on appelle la gauche, mais au contraire, chercher à rester fidèle à la double préoccupation d'ordre et de progrès qui sont les préoccupations fondamentales de tous les Français. Et quiconque
a une responsabilité dans ce pays sait bien que tous les Français, même quand ils sont portés aux excès, ce qui leur arrive quelquefois, finissent par ressentir confusément le besoin de l'unité nationale. On reparle aujourd'hui de LIP. La police est intervenue ce matin dans les locaux de l'usine de Palante. Les policiers ont saisi un stock de montres que les ouvriers de LIP avaient l'intention de vendre aujourd'hui et demain. 8 employés, dont Charles Piaget, ont été interpellés lors de cette intervention et libérés en fin d'après-midi. Tous ces dossiers sociaux ont un peu tendance à passer désormais au second plan de l'actualité. La période des vacances encourage en effet les Français à penser à d'autres choses. Plus d'1 million d'entre nous, sans compter les familles, passeront pourtant un mois de juillet ou bien un mois d'août assez difficile. Il s'agit, vous l'avez compris, des chômeurs. Et parmi ces chômeurs, ceux qui sont peut-être les plus touchés psychologiquement, ce sont les cadres qui fournissent traditionnellement les gros bataillons de vacanciers. Certains de ces cadres au chômage ont cependant trouvé une solution au temporaire. En période de vacances, dans des sociétés qui ne ferment pas, ils peuvent en effet parfois servir d'intérimaires. Une difficulté, le cadre qui accepte l'intérim ne dispose que de quelques heures pour faire vraiment la preuve de ses compétences. Phénomène marginal il y a 10 ans, le chômage des cadres aujourd'hui s'accroît sans cesse. Faute de mieux, on accepte le contrat à durée limitée. C'est surtout depuis la dernière guerre que le travail temporaire s'est développé. Cette formule touchait le personnel d'exécution. Depuis peu, cadres moyens et supérieurs sont concernés. Il n'y a pas à proprement parler de profil du cadre intérimaire, car ce n'est pas un métier d'être cadre intérimaire. Ceci dit, ils ont tous en commun d'abord d'être compétents. 5 ans d'exercice minimum de responsabilité dans une entreprise. Grosso modo, 3 catégories importantes de cadres temporaires. Les gens qui ont choisi cette formule d'une manière plus ou moins durable, qui sont environ 40%, 25% de gens qui sont consultants à leur compte et qui, entre deux missions, viennent travailler chez nous, et enfin les gens qui sont en rupture d'emploi et qui représentent la différence. On fait appel à nous lorsqu'il y a un besoin ponctuel ou en tous les cas un besoin non durable. Dans la très grande entreprise où le nombre de cadres est important, on fait naturellement moins souvent appel que dans la PME où l'effectif de cadres est restreint et où l'absence de l'un d'entre eux est naturellement plus durement ressentie. Monsieur Barber, vous êtes cadre intérimaire depuis combien de temps? Je suis cadre intérimaire depuis janvier 69, ce qui fait 8 ans et demi. Au début, ça a été une solution de dépannage. Et puis par la suite, ma foi, je reconnais que c'est devenu une option, c'est devenu un choix. Quels sont les inconvénients, les problèmes que vous pouvez rencontrer quant à vos contacts avec votre nouvelle équipe? Des problèmes humains. Tout le monde ne voit pas d'un bon œil un intérimaire qui vient là. On a, à tort, le plus souvent, mais enfin on a quand même l'impression qu'il vient un peu en trouble-fête, prendre la place du petit copain qui est là. L'intérimaire n'est jamais un citoyen à part entière dans l'entreprise. Moins de responsabilités, pouvoir de décision réduit. Il a parfois aussi le sentiment d'être exclu des relations sociales. Vous avez des entreprises dont le comité d'entreprise, et ça c'est à signaler, refuse aux intérimaires, quelle que soit leur fonction, l'admission au restaurant d'entreprise, alors qu'eux-mêmes y vont et trouvent ça tout à fait normal, sous prétexte que l'intérimaire n'a pas les mêmes droits. Ça vous est dit ouvertement. Et puis les décisions au sein du comité d'entreprise se prennent sans lui. Le temps d'une mission, 8 mois environ, ne permet pas de participer réellement à la vie de l'entreprise. Du côté des syndicats, à l'UGIT notamment, on est plutôt défavorable au travail à la carte. Il n'assure ni garantie d'emploi, ni carrière. De plus, les intérimaires n'ont pas les mêmes droits à la formation continue que les permanents. En effet, c'est entre deux missions, donc en période de chômage et aux frais de l'intéressé, que s'effectue la mise à jour des connaissances, la compétence étant la loi du marché, ne l'oublions pas. La vie économique devient de plus en plus complexe. Dans les entreprises, on cherche des débouchés nouveaux, on cherche des produits nouveaux, et dans les PME notamment, on n'a pas toujours l'homme ou la femme qui sont disponibles pour contribuer à ce lancement. À l'avenir, je pense que le phénomène devrait se développer, mais même s'il se multiplie par 10, ça fera environ 5000 cadres, c'est donc une intervention assez faible dans l'emploi. Quant aux jeunes diplômés, la formule les exclut. 5 ans d'expérience minimum, on ne forme pas, on utilise. On veut des cadres tout faits. Pour eux, pas de solution d'attente hormis le chômage.
Besançon, Thonon-les-Bains. Après une longue randonnée sur terrain plat, le Tour de France a repris de l'altitude. Aujourd'hui, certes, il ne s'agissait pas d'une réelle étape de montagne, encore un peu de patience, mais un col était tout de même inscrit au programme. Et ce col n'a rien changé. Ce soir, l'Allemand Dietrich Thurau est toujours maillot jaune. Il s'est même permis le luxe aujourd'hui d'arriver en 3e position derrière Jacques Esclassan, second, et un jeune de l'équipe de Cyril Guimard, Bernard Kilfen. Bernard Kilfen, que vous voyez triompher en ce moment même sur votre écran. Une victoire méritée pour ce jeune coureur qui, seul, a réussi à conserver à Thonon-les-Bains un peu plus de 3 minutes d'avance sur le peloton, après une échappée de plus de 200 km. Demain, 2 demi-étapes, Thonon-les-Bains-Morzine dans la matinée, et puis dans l'après-midi, 14 km contre la montre de Morzine à Avoria. Le Grand Prix de Silverstone, le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne, le vainqueur, c'est un Anglais, un Britannique, James Hunt, sur une voiture McLaren qu'il a emporté devant Niki Lauda et le Suédois Nilsson. Le Français Jacques Lafitte, sur sa Ligier, termine en 6e position. Enfin, comme promis, pour terminer ce journal, c'est un peu une page de vacances que nous ouvrons pour vous. Qui n'a jamais rêvé de passer quelques jours dans un pays mystérieux? Et y a-t-il encore pays plus mystérieux que l'Amazonie? Eh bien, pourtant, au cœur de cette région d'Amérique du Sud, c'est une réelle révolution qui se poursuit. Il ne s'agit pas d'une révolution armée, non simplement de l'arrivée des Indiens dans la société contemporaine. À Manaus, l'industrie est présente, même si la forêt gigantesque reste en toile de fond. Et Manaus, maintenant, n'est plus qu'à quelques heures de Paris, grâce à une liaison hebdomadaire mise au point par la compagnie Air France. Alors, si cela n'était pas si cher, on pourrait facilement y aller passer quelques jours. Manaus, c'est bien sûr le fameux opéra, fidèle réduction à 2 pas de l'Amazone du Palais Garnier. Sarah Bernard n'y vint jamais, pas plus que Caruso sans doute, tant pis pour la légende. Mais l'opéra de Manaus, c'est tout l'orgueil de cette ancienne capitale du caoutchouc, qui la première en Amérique du Sud eut l'électricité, le tramway et le téléphone. Les façades se souviennent de cette époque. Manaus, c'est tout à la fois l'éternité d'une ville indienne collée au fleuve et d'un centre économique avide de progrès, une ville aventurière qui serait en convalescence. L'industrie du caoutchouc ruinée en 1915, voici l'ère du jute. La région a pris goût aux booms économiques, celui-là durera une vingtaine d'années. Aujourd'hui, Manaus possède encore la plus importante usine de jute du Brésil. Seulement maintenant, le jute, dont la forêt amazonienne regorge pourtant, ce jute est apporté d'Inde. Et toute l'histoire économique de Manaus tient dans ce paradoxe. Car aujourd'hui, cette capitale d'un État grand comme 3 fois la France continue de cultiver le mélange des genres. Avec ses 500 000 habitants, ses buildings jaillis on ne sait d'où, Manaus, pour reconquérir sa gloire passée, double l'allure. Premier objectif, s'ouvrir à l'extérieur. La ligne hebdomadaire Paris-Manaus, mise en place par Air France, est un premier signe. Pourquoi Manaus? Parce que nous investissons un petit peu dans cette région. Nous croyons à la possibilité de développement touristique et économique de cette région. Vous croyez au développement économique, c'est-à-dire vous pensez que les entreprises vont s'installer ici? Oui. En particulier des grosses entreprises qui sont intéressées par l'exploitation des richesses naturelles de la région. Richesses agricoles, forestières, et richesses minières qui sont extrêmement importantes, manganèse, fer, bauxite, pétrole. Pour l'instant, Manaus appuie son développement sur un privilège. La ville est zone franche depuis 1967, la seule au Brésil. On y trouve tout ce qui manque ailleurs, du téléviseur japonais à la bicyclette hollandaise en passant par les carrés de soie bien parisiens, à des prix plus qu'intéressants. Second aspect de cette zone franche, les facilités consenties aux entreprises désireuses de s'implanter dans la zone industrielle de Manaus. Aujourd'hui, une centaine d'entreprises sont installées dans cette zone industrielle. 30 000 personnes y travaillent. La plus importante, Sharp, emploie 1600 personnes. Comme n'importe quelle usine au monde, elle utilise la chaîne pour monter du matériel électronique qui sera ensuite envoyé dans le pays. On se croirait loin de la forêt amazonienne et pourtant tous ces ouvriers armés de tournevis électriques sont indiens. Les affaires de Sharp sont florissantes, 16 000 téléviseurs couleurs sortent chaque mois de cet atelier, chiffre d'affaires de la société 24 millions de $, avec tous les avantages de la zone franche.
Bon, il y a d'abord, on ne paye pas, on a l'isention de l'impôt de revenus, on a l'isention de la TVA, l'ICM, que c'est pour vous français, c'est la TVA, et il y a aussi la suspension de l'IPI, c'est l'impôt sur le produit industrialisé. Je suppose que la main-d'œuvre également a des avantages pour vous. Oui, ça coûte, enfin, ça coûte pas tellement cher la main-d'œuvre ici en Amazonie. Et en plus, ce sont des gens qui arrivent bien à travailler, qui arrivent bien à comprendre les choses qu'on les dit. Avec 5 millions de kilomètres carrés de forêt, un sous-sol à peu près vierge, il est pourtant difficile d'admettre que l'industrie, même dans le cadre d'une zone franche, soit le seul futur de la région. La zone franche, elle est née boiteuse, elle va finir en cul de jatte, automatiquement. Pourtant, de nombreuses entreprises viennent s'installer ou se sont installées ici. Oui, elles sont montées surtout des affaires de montage, mais on ne sait pas si elles seront à l'avenir ou plus tard. On va voir, je ne crois pas, moi. Alors, quel est l'avenir de l'Amazonie pour vous? L'agriculture. L'agriculture et la forêt. Et oui, la forêt. Elle a déjà fait la fortune de Manaus. Et si le latex n'a plus qu'un rôle marginal dans l'économie de la région, il rappelle que c'est là qu'est l'avenir. Cet avenir, c'est d'abord le bois. 67 milliards de mètres cubes, quasi inexploités, 800 espèces différentes. La mise en exploitation, difficile il est vrai, du potentiel forestier amazonien ne fait que commencer. L'avenir, c'est aussi et surtout le fabuleux sous-sol amazonien. On connaît maintenant assez précisément les gisements de minerais et d'hydrocarbures enfouis sous les arbres. Ils sont considérables. Et l'ouverture de la fameuse route transamazonienne et de ses affluents permet maintenant d'accéder à ces sources de richesse. Alors, lorsqu'on sait que cette région procure à ce jour moins de 5% du PNB du Brésil, c'est vrai, on peut penser que c'est là que se trouve l'avenir de ce pays. Paris-Manaus, aller-retour, un beau voyage tout de même à faire si on a évidemment les moyens. Voilà, ce journal est maintenant terminé à 23h40. C'est Hervé Claude qui vous tiendra informé des derniers développements de l'actualité. À demain, bonsoir.